Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Venez, on va s'expliquer, largement consacré au secteur bancaire et à la crise bancaire, puisque depuis plus de 3 semaines, les mots crise bancaire et bank run sont de toutes les conversations, tiraillés entre ceux qui jouent les cassantes et prédisent un effondrement imminent de la sphère financière et par conséquent du monde, et les bouddhistes optimistes authentiques qui estiment que parler de crise bancaire est tout simplement irrationnel. Les investisseurs et épargnants sont dans l'expectative, et pour essayer d'avoir un avis le plus objectif possible, eh bien j'ai le plaisir d'être, comme à mon habitude, bien accompagné par Philippe Béchade et Charles Sana. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vais rappeler pour ceux qui ne vous connaissent pas, Philippe, vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Charles Sana, vous êtes éditorialiste et économiste, fondateur du site insolenciae.com. Messieurs, on va commencer par bien expliquer, je dirais, cette dualité, cette dichotomie, puisque d'un côté, on a la chef du FMI, Kristalina Georgieva, qui alerte sur l'incertitude élevée autour de la situation financière mondiale, et de l'autre côté, on a le patron des banquiers, le président du FBF, qui dit que parler de crise bancaire en Europe est irrationnel. Philippe, de quel côté vous placez-vous ? J'essaie d'être un petit peu des deux côtés à la fois, parce que les deux points de vue se défendent. Je résumerai quand même la situation globale à cette expression: il y a beaucoup de gaz dans la pièce. Voilà, il ne manque plus qu'une étincelle. Donc quelqu'un de rationnel vous dira, sachant qu'il y a du gaz dans la pièce, tout le monde va s'abstenir de craquer une allumette ou de cogner de silex. Donc ça, c'est la rationalité. Mais la réalité, c'est que oui, il y a énormément de gaz. Le gaz, c'est la masse de crédit qui est actuellement à son zénith historique. Et les encours de dérivés également sont à leur zénith historique. Je citerai juste un chiffre. Alors, je ne sais pas si rationnellement il faut s'en inquiéter ou pas, mais on était sur à peu près 1 million de milliards d'encours de dérivés en 2008 avant la crise des subprimes, et aujourd'hui on est à 2 millions de milliards d'encours de dérivés. Alors la personne rationnelle vous dira, mais oui, mais dans les dérivés, tout ce qu'on pense, c'est du risque maîtrisé. Voilà. On va revenir dans un instant, Philippe, sur cette notion de dérivés, effectivement, parce que elle semble être un peu comme en 2008, même si le scénario est un peu différent, mais quand même au cœur de cette crise bancaire. Charles, vous êtes de quel côté ? Vous plutôt FMI, effectivement, attention, et donc côté Philippe, la pièce est remplie de gaz, la moindre petite étincelle fait tout péter, ou plutôt Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire française, qui nous dit que la crise bancaire en Europe est tout à fait irrationnelle. Alors, moi, je vais apporter une petite précision humoristique à ce que vient de dire le camarade Béchade, à savoir que si la pièce est remplie de gaz, ce n'est pas du gaz russe qui est sous embargo, n'est-ce pas ? C'est du bon gaz américain, et tout part des bons gaz de schiste de la Silicon Valley Bank, qui sont venus mettre justement la première petite étincelle qui fait craindre effectivement une réaction en chaîne. Vous remarquerez qu'encore une fois, les fragilités du système bancaire proviennent fondamentalement du système, encore une fois, américain. Voilà. C'est-à-dire le point de départ, c'est encore les États-Unis, comme ça avait été le cas pour Lehman Brothers il y a quelques années. Donc, après, est-ce que je suis plutôt du côté FMI ou du côté Brassac ? Je crois que si vous voulez, Monsieur Brassac, de la Fédération française des banques, il ne peut pas dire autre chose que ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous imaginez bien qu'un directeur, un président d'une fédération bancaire à ce poste-là vous dire écoutez, oui, effectivement, certains de nos établissements sont très fragiles, mais je ne peux pas vous dire lesquels. Bon, c'est vrai que ça serait mieux quand même de répartir son argent entre plusieurs banques. C'est un discours qui est complètement impossible parce que de toute façon, il amènerait à une panique autoréalisatrice. Donc de toute façon, il ne peut pas dire autre chose. Donc je pense qu'on peut complètement écréter ses propos. En fait, ces propos sont totalement inintéressants. C'est un exercice convenu qui est sans intérêt. Voilà. C'est complètement démagogique. Non, c'est pas démagogique. C'est-à-dire, il est dans son rôle. C'est normal qu'il dise ça. Vous avez exactement la même chose avec Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, dont tout le monde peut se moquer. Et je suis le premier à le faire de manière un petit peu vilaine.
le jeudi, il vous dit il n'y a aucun risque de contagion, puis le vendredi, vous avez le Crédit Suisse qui tombe et qui doit être racheté dans le week-end en urgence, c'en est drôle. Mais imaginez que le ministre de l'économie, pareil, arrive à la télé au JT de 20h et vous dise c'est une catastrophe, nos banques sont fragiles, on va tous mourir dans d'atroces souffrances bancaires. Bon, et vous avez une panique autoréalisatrice. Donc ce sont des propos qui ne peuvent pas être tenus par ces gens-là. Donc de toute manière, ce que racontent un certain nombre de personnes, ça n'a rien à voir avec leurs valeurs personnelles, c'est lié à ce qu'implique leur fonction, et que ce soit une présidente de banque centrale, un ministre de l'économie en France ou un président de la fédération bancaire française, vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'un message rassurant. Donc écrétez ces messages, retirez-les parce qu'ils sont encore une fois sans aucun intérêt. Leur objectif est d'assurer la stabilité, pas de vous informer. Et après, commençons à réfléchir sur comment fonctionnent les banques, combien a été provisionné dans les fonds de garantie des dépôts, ces provisions dans les garanties de fonds des dépôts, comment sont-elles placées ou pas placées, sont-elles investies ou pas investies, dans les banques qu'elles devraient assurer. Vous voyez, c'est des petites questions qu'on peut se poser. Et puis après, quel est le risque global du système financier, comment ça marche? Et je pense que c'est tout ça qu'il faut qu'on décrypte à nos auditeurs avec Philippe. Eh ben, c'est exactement par là justement qu'on va commencer. Philippe, vous avez commencé par nous parler des options, des produits dérivés, et notamment on peut faire un focus sur les CDS, les crédits défaut de swap, des espèces de garanties. Il y a un chiffre qui est quand même assez étonnant, c'est celui de la Deutsche Bank. À peine 5 millions d'euros sur le marché dérivé des CDS pourrait faire perdre 1,6 milliard à la Deutsche Bank. C'est quoi ce rapport? Quel est ce ratio? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais on est dans ce que je décris souvent quand je parle des dérivés, on est dans le syndrome de la queue qui remue le chien. C'est-à-dire que un petit marché, et les CDS, c'est un marché extrêmement étroit, mais qui sert de référence pour des opérateurs qui détiennent d'autres instruments. Alors là, non pas seulement à large spectre, mais sur des marchés extrêmement liquides, profonds. Et comme par exemple l'indicateur de volatilité, le VIX, renseigne sur le stress sous-jacent, aujourd'hui les gérants se fient au VIX. Si le VIX d'un seul coup se met à partir en flèche, tout le monde réduit son risque dans son portefeuille, ce qui est la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que vous avez d'un seul coup un petit pic de stress quelque part et tout le monde réduit son exposition, se couvre, ce qui augmente encore plus l'accélération du VIX. Il en va exactement du même des CDS. Vous avez d'un seul coup quelqu'un qui se couvre sur la Deutsche Bank, le CDS se met à grimper. Tous ceux qui ont des actions Deutsche Bank, des émissions obligataires, quel que soit leur degré de seniorité, il y a d'un seul coup un signal d'alarme qui s'allume. Attention, il y a du stress sur la Deutsche Bank. Attention sur toutes vos émissions de 6 mois à 5 ans. Et tout le monde, d'un seul coup, couvre, réduit, revend ses titres Deutsche Bank, par exemple. Et de là, vous avez effectivement un phénomène de contagion, de domino. On se dit, après la Deutsche Bank, quelle est la banque la plus fragile sur la liste? Ah, c'est facile, on regarde les encours de dérivés, on regarde dans la liste tous ceux qui ont un ratio voisin de 10, 12, enfin quelque chose de relativement fragile ou attaquable. Voilà, on va vite revenir de 12 à 10 et si on est à 10, on peut vite tomber en dessous de la norme qui rassure. Donc on se dit après la Deutsche Bank, ça sera quoi? Ça sera la Société Générale, ça sera Unicredit, ça sera... On reviendra, Philippe, justement sur ces banques européennes qui potentiellement donc, dans l'histoire du CDS, c'est bien la queue qui remue le chien. C'est-à-dire qu'il suffisait que quelqu'un achète des CDS dans un marché extrêmement étroit et sans la moindre profondeur, et derrière, ça allumait des signaux d'alarme, et derrière une
une réponse algorithmique cataclysmique, on pourrait dire. Voilà. Et on dira qu'une nouvelle fois, la rationalité, elle n'est nulle part, puisque là, je veux dire que tout s'enclenche automatiquement. Alors, Charles, la rationalité dont parle Philippe, justement, est-ce que elle devrait être baloise d'une certaine façon? Je veux dire, est-ce que finalement, il faut élever encore plus les ratios prudentiels qui ont déjà été élevés avec BAL 3, qui sont désormais à 10,5? Est-ce qu'il faut les pousser à 50%? Alors, c'est justement ça, vous touchez une question fondamentale, c'est le modèle économique et comment fonctionne une banque. Une banque, basiquement, c'est quoi? C'est un métier de transformation. Je transforme le dépôt court terme de mes clients en crédit long terme de mes autres clients. En clair, vous avez des excès d'épargne parce que vous êtes un grand présentateur et vous gagnez énormément d'argent. Et alors, vous avez des excédents pas possibles, donc vous avez une énorme épargne. Et puis moi, qui suis un pauvre économiste de Grenoble-Normand, eh bien, je veux acheter ma maison et j'ai besoin de faire un crédit de 150 000 euros, montant moyen, sur 20 ans. Bon. Donc, la banque va me prêter vos sous en réalité pour faire mon opération. Et c'est ça le métier, le modèle économique d'une banque. Alors après, il y a plein de choses, il y a des refinancements, c'est beaucoup plus large, mais globalement, si on résume basiquement, c'est ça. Et donc, le problème, c'est que vos sous m'ont été prêtés. Et les sous de tous les épargnants ont été prêtés à tous les emprunteurs. Tous les sous des épargnants, globalement, disparaissent pour permettre le financement d'opérations économiques. Ce n'est pas que des crédits immobiliers pour Charles, c'est des emprunts pour des PME, c'est des emprunts pour l'État, c'est plein de choses. Mais derrière, il y a des opérations économiques, donc l'argent factuellement n'est plus disponible. Et donc, pour pouvoir rembourser un certain nombre de clients, on garde justement une trésorerie, des ratios de solvabilité, qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs des ratios de liquidité. Alors, ces ratios, vous pouvez les passer de 10,5 à 12, à 13, à 14, à 15, à 20, à 30, à 40. Il n'en demeure pas moins que vous aurez toujours moins d'argent disponible que de dépôts théoriques clients. Et si tout le monde veut récupérer ces dépôts au même moment, la seule manière de garder la liquidité nécessaire serait que aucune banque ne prête de l'argent. C'est-à-dire que déposez vos sous à la banque garde vos sous et elle s'arrête là. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, elle prendrait des frais sur vos 100 000 euros que vous déposeriez. Elle vous prendrait, je ne sais pas, 1%, 2% pour le fait de vous le garder et de gagner sa vie. Mais en plus, elle ne vous rémunérerait pas ce dépôt, puisqu'en fait, ce qui vous permet d'obtenir, client, une rémunération, vous épargnant une rémunération, ce n'est pas la gentillesse de la banque, c'est pas que la banque soit une ONG ou une association loi 1901 et qu'elle soit super gentille, donc elle dise tiens, je vais partager mes bénéfices avec mes clients. Non. Ce qui fait que la banque donne un rendement, c'est parce qu'elle utilise votre argent pour faire une opération économique. Une opération économique, c'est toujours un crédit, toujours un prêt qui est fait à quelqu'un sous forme obligataire, sous forme de crédit, sous forme de produits financiers, dérivés, tout ce que vous voulez. Mais c'est un crédit. Et la rémunération que vous touchez est une quote-part du rendement de cette opération économique de transformation de vos dépôts en crédit qui est réalisée par la banque. Donc, si vous gardez 100% de liquidité par rapport à vos dépôts, ça veut dire que la banque n'a plus d'activité de prêt. Ça veut dire que vous n'avez plus de rendement, ça veut dire que vous avez même un rendement négatif parce que la banque vous prendra des frais. Et ça veut, soit dit en passant, aussi dire que l'économie n'est plus irriguée par des crédits et par les excédents des uns qui permettent de financer soit les déficits des autres, soit les besoins en financement de manière générale des autres. Donc c'est fondamental le rôle d'une banque. Donc ce que vous nous dites, c'est que le modèle économique d'une banque est structurellement déséquilibré. Structurellement déséquilibré et structurellement fragile. Mais ça ne veut pas dire que les banques sont en faillite. Ça veut dire simplement que structurellement, il n'y a pas la capacité à rembourser 100% des dépôts à un instant T à tous les déposants. Et c'est donc pour ça que Philippe Brassac tient à ce qu'il n'y ait pas de panique sur le secteur bancaire français, que tous les épargnants français se ruent dans leur banque pour retirer leurs avoirs. Absolument.
absolument. Et vous voyez bien que là, dans cet esprit-là, le sujet, il n'est pas tant de parler de la fragilité des banques que de la liquidité. Or, si la liquidité est assurée, il y a peu de risques de faillite. Ce qui fait tomber la SVB, c'est pas ses mauvais investissements en soi. Si elle avait pu porter les obligations qu'elle détenait jusqu'à leur terme, la SVB n'aurait a priori pas fait faillite. Ce qui fait que la SVB va au tapis, c'est vraiment le bank run, le retrait massif des dépôts par ses clients, qui entraîne un problème de liquidité, bien vite réglé d'ailleurs par la Réserve fédérale. Donc si la SVB est tombée, les autres ne tomberont pas, puisque, et ça Philippe pourra le confirmer, le préciser à mon avis, mais la Fed reprend maintenant, enfin a mis fin quasiment au marché obligataire, en reprenant à la valeur d'origine toutes les obligations pour assurer la liquidité du système bancaire. Mais je pense que Philippe expliquera ça mieux que moi. Justement, on va rebondir là-dessus, Philippe. Du coup, pour éviter une crise bancaire majeure, il faut l'intervention des banques centrales, c'est inévitable? Ah, c'est inévitable. C'est leur rôle, mais c'est un levier sur lequel elles sont en train d'agir et où elles sont en train de communiquer. Derrière, il y a certainement... Il y a certainement quelques arrière-pensées. En ce qui concerne le bank run de SVB, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'a pas affaire à Madame Michu. Ce sont tous des initiés, puisque c'est une banque spécialisée sur les licornes et autres start-up californiennes de la Silicon Valley. C'est des gens qui se connaissent. On sait tous qu'avec la remontée des taux et le ralentissement qu'on observe dans les investissements globaux sur les entreprises qui n'ont que des business models, qui n'ont aucun actif quand elles se lancent, se refinancer quand on brûle du cash en permanence, tant que l'argent ne coûte rien, on peut lever des fonds, et au moins on n'a pas la charge des intérêts. Donc si de son côté on n'a pas de rendement, c'est pas grave, on rembourse juste le principal en contractant un autre emprunt qui ne coûte toujours rien. Quand en l'espace d'un an, on va devoir refinancer des lignes de crédit qui étaient pas à zéro, parce que là, bon, on parle pas d'Air Liquide ou d'ExxonMobil, on parle d'entreprises qui empruntaient quand même avec un petit quelque chose. Quand ils vont devoir passer de 2% à 6-7%, parce que c'est du high yield quand même en général, d'un seul coup la charge de la dette va devenir insupportable. Donc les clients de la SVB savent qu'il y en a qui ils vont pas tenir. On sait qu'il va d'un seul coup y avoir ce qu'on appelle des sinistres, il y a des gens qui vont aller au tapis, et là il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte, il n'y aura pas de PGE pour leur permettre de survivre justement à cette période où les taux montent. Donc la Fed a bien fait d'injecter des liquidités pour sauver d'une certaine façon le secteur bancaire américain. Si vous voulez, à partir du moment où tous les clients de SVB savent que, bon, certes, il y a quelques lignes du portefeuille obligataire qui vont terminer à zéro ou quasi, mais je ne vais pas effectivement m'enfuir parce que je sais que quelque part, la banque, elle peut toujours aller appeler la Fed pour qu'on mette les liquidités. Donc à la limite, vous n'êtes pas garanti par SVB, vous êtes bien garanti par la Fed. Et c'est ce levier sur lequel la Fed est en train de jouer. En disant, vous voyez bien, je suis bien sûr le prêteur en dernier ressort, je suis le garant de tout, je suis même celui qui décide que l'argent ne vaut rien. Alors je rappelle, pour rebondir sur ce que disait Charles, que l'intérêt qu'on vous sert, ça rémunère, le risque de ne pas être remboursé à terme, et 2, l'indisponibilité de votre argent. Parce que si vous avez du cash et qu'une opportunité se présente, par exemple d'acheter de l'or à $1 800 parce que d'un seul coup ça va aller à 2000, quand vous ne disposez pas de votre argent pendant 2 ans, 4 ans, 8 ans, pour parler de formule où vous obtenez un meilleur rendement si vous vous engagez à laisser cet argent dans une enveloppe précise,
Donc cette indisponibilité, elle peut vous priver de plein d'opportunités, hein, d'acheter un manoir qui vous plaît et qui d'un seul coup est bradé, etc., etc. Donc c'est pas seulement le risque, c'est aussi l'indisponibilité de l'argent. Donc la Fed remédie à quoi? À l'indisponibilité en cas de besoin. Voilà. Donc là, les clients peuvent... Ouais, donc la Fed empêche le fameux bank run dont parlait Charles. Par contre, ce que la Fed n'empêche pas, et ce qu'elle a beaucoup encouragé, c'est qu'en mettant l'argent à zéro, ça a encouragé énormément à emprunter, comme je le dis, pour aller profiter d'opportunités. Ces opportunités, c'est des indices boursiers qui montent toujours. Ils montent forcément, puisque si tout le monde met son argent là-dedans, il y a un effet d'entonnoir, et toutes les liquidités injectées par les banques centrales de mars 2020 jusqu'à septembre 2021, tout cet argent, en excès pour ceux qui en avaient déjà beaucoup, c'est allé se placer dans les marchés financiers, faisant donc grimper les cours, c'est-à-dire on a eu une inflation des multiples, sans qu'il y ait véritablement une hausse proportionnelle des bénéfices. Alors certes, les bénéfices ont progressé, si vous voulez, de 25% en 2021 ou 2022, mais quand vous avez des cours qui sont multipliés par 3, par 4, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même proportion. Donc, il y a énormément d'argent aujourd'hui qui est investi dans des actifs qui sont complètement surévalués, tout comme les investissements de SVB dans des startups, c'est quelque chose, ces startups probablement se payent beaucoup trop cher en bourse ou sont valorisées beaucoup trop cher entre spécialistes, private equity, fundraisers, etc. Le jour où on s'aperçoit que tout est surévalué, ça peut plonger. Et il en est de même pour ceux qui maintenant détiennent des actions. Il y a énormément de titres complètement surévalués et je dis que le risque est que tout le monde perde beaucoup d'argent si d'un seul coup la valeur des emprunts des uns et la valeur des actions des autres se met à chuter. Donc, et pour le Crédit Suisse, on voit que par exemple les créanciers court terme sur des fameuses obligations qu'on appelle des AT1 ou des COCO, ils peuvent être du jour au lendemain rincés. Donc d'un seul coup, quand on pense que ce risque peut se matérialiser, il se passe exactement la même chose que sur SVB. Si vous pensez d'un seul coup que vous êtes à risque avec un instrument, eh bien, vous le liquidez. Donc les gens se sont d'un seul coup crus à risque avec le Crédit Suisse, ils ont eu raison. Ils se sont crus à risque avec la Deutsche Bank. Manifestement, là, on a pu calmer le jeu, mais on sera à risque demain sur n'importe quel actif dont d'un seul coup, on se dira c'est complètement surévalué ou un initié sera le premier à vendre. Le premier initié sur SVT a déclenché la panique. Parce que derrière, Philippe, sur les forums, tout le monde a dit SVT est en difficulté. On vous entend bien, donc on comprend bien qu'effectivement, il y a un risque, que le risque, c'est de perdre son argent, qu'il y a un déséquilibre, comme l'expliquait Charles, profond dans le bilan des banques. Du coup, est-ce que Charles, donc j'imagine et je sais que vous rejoignez le discours de Philippe en grande partie, est-ce que, comme c'est ce qui intéresse les auditeurs, nos téléspectateurs, c'est finalement, ils vous ont entendu, il y a un risque, il y a une crise bancaire. Du coup, comment est-ce que je fais pour protéger mon argent? Est-ce que, comme l'a préconisé Emmanuel Macron, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire entrer rapidement en vigueur l'union bancaire qui a été proposée, travaillée depuis 2012? Est-ce qu'il faut ça y est, l'activer, la mettre en place et qu'elle rentre en vigueur là rapidement? Alors, si elle rentre vraiment en vigueur très rapidement et qu'on applique les règles qui sont les règles du bail-in, c'est-à-dire la manière dont on renflouerait une banque qui aurait des difficultés, je ne suis pas persuadé que les gens qui ont un petit peu de sous, c'est-à-dire plus de 100 000 euros, soient très pressés que ça rentre en vigueur et qu'on applique ça. Il y a une très grande différence entre sauver la banque et sauver vos dépôts. Et aujourd'hui, la manière dont est faite la législation européenne, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait aux États-Unis. C'est qu'on vous garantit les dépôts jusqu'à 100 000 euros. Alors, comme ça peut paraître énorme et ça l'est, puisque 100 000 euros, c'est moins que ce qu'ont 95% des ménages et des gens sur leur compte en banque.
Donc, quand vous garantissez 100 000 euros, vous garantissez la paix sociale et la certitude pour un gouvernement que vous n'aurez pas de révolution parce que vous avez 95, 96, 97% de la population qui n'a pas plus de 100 000 euros d'avoir en banque. Les gens, ils ont plutôt des crédits immobiliers, des crédits à la consommation. Ils ont plutôt plus de dettes que de dépôts. Et donc, si vous avez 2, 3, 4% des épargnants qui ont plus de 100 000 euros, c'est bien le bout du monde. Et vous avez rarement des révolutions qui sont initiées par les riches et des jets de pavés de la part des millionnaires sur les forces de l'ordre. Donc, peu de risque social de ce point-là, de ce point de vue-là, et c'est pour ça que la législation européenne sur le bail-in a été faite comme ça. L'avantage immense, c'est que ça permet de sauver des banques sans faire faillite aux États. L'idée de la législation européenne, c'est de permettre de sauver les banques en répartissant les pertes entre les différents intervenants que sont les actionnaires, les porteurs obligataires, ceux qui ont prêté aux banques, et évidemment les déposants et les épargnants, en garantissant 100 000 euros à tout le monde. Mais ces 100 000 euros garantis à tout le monde, je peux vous assurer que le compte n'y sera pas. Si vous prenez une banque majeure de la zone euro, je vais citer personne, parce que je ne veux pas stigmatiser une banque ou qu'une autre, mais vous avez plein de banques qui ont des bilans au-delà de 500 milliards d'euros, avec des dépôts par dizaines et centaines de milliards d'euros. Vous imaginez bien que la réalité, c'est qu'il y aurait énormément de pertes. Donc la législation portée, conçue et défendue et appliquée si nous allions encore plus vite, comme le dit Emmanuel Macron, dans l'union bancaire, c'est celle que je viens de vous dire. 100 000 euros par compte, par personne, dans chaque banque, ça c'est la garantie. Tout le reste, ça s'envole, ça part en fumée, et c'est votre participation en tant que client aux pertes de la banque, au bail-in, au renflouement de la banque. Et donc, le risque bancaire, en Union européenne, il existe clairement. Il existe clairement, donc on rebondit sur ce que disait Monsieur Brassac, a priori, qui est effectivement juste, qui est dans son rôle et pas dans son approche théorique et sa connaissance parfaite des marchés bancaires. Charles, toujours à vous, vous dites que vous ne voulez pas stigmatiser, mais on va essayer de stigmatiser un peu quand même. Quelles sont les banques à risque en France, Charles ? Alors, aucune en fait. Et là, je vais rejoindre complètement M. Brassac. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, si vous voulez quitter BNP Paribas, c'est pour aller où ? C'est pour aller à la Société Générale. Si vous voulez quitter la Société Générale, c'est pour aller où ? Au Crédit Mutuel, CIC ou au Crédit Agricole. Donc, en fait, aujourd'hui, la seule chose qui va vous faire quitter une banque, c'est la peur. Et la seule chose que vous pourrez faire si vous quittez une banque et que vous avez 1 million d'euros, vous n'allez pas sortir de votre banque avec 1 million d'euros en billets de 10 euros. De toute façon, vous n'avez pas le droit, c'est interdit, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de détenir 1 million d'euros chez vous, quand bien même ça aurait été sur vos comptes. Je crois que vous avez le droit à maximum 10 000 euros, 15 000 euros d'espèces. Enfin bon, voilà. Donc de toute façon, c'est limité. Donc, si vous changez vos sous de banque, c'est pour aller dans une autre banque. Vous allez passer de Carib en Silla, vous allez passer d'une banque systémique à une autre, et si vous avez une très grande banque française qui tombe, eh bien, de toute manière, les autres vont tomber. Donc, la seule manière de sécuriser aujourd'hui le système bancaire, qui est encore une fois pas plus fragile qu'avant, qui est structurellement fragile, c'est évidemment d'éviter toute panique bancaire. Et donc, il faut travailler ça en amont. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a une très grande question à se poser, c'est si justement on applique l'union bancaire et si justement on ne garantit pas tous les dépôts, alors on prend le risque de déclencher la panique. Si on ne dit pas qu'on ira au-delà des 100 000 euros, comme l'ont fait les Américains, ce qui a calmé et ce qui a cassé dans l'œuf la panique bancaire, c'est ce que je vous disais. Si je prends mes sous parce que j'ai peur de la banque A dans laquelle je suis, pour aller me mettre dans la banque B, je provoque la chute de la banque A.
Mais une fois que tout le monde est dans la banque B, si les gens ont peur de la banque B, ils iront dans la banque C et provoqueront la chute de la banque B. Donc la seule manière d'éviter ces chutes en cascade et ces mouvements de panique, qui peuvent être irrationnels, c'est évidemment de garantir les dépôts sans limite de dépôt et donc vous redonner la confiance. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'a été conçu le système européen. Et là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que si on est confronté demain au dépôt de la Deutsche Bank, et ce n'est pas un hasard si c'est un peu la Deutsche Bank qui est testée, puisque en Allemagne, pardon, lapsus révélateur, en Europe, c'est l'Allemagne qui fait la loi. Donc, si jamais demain on a une banque allemande qui tombe, est-ce qu'ils garantissent les dépôts à tout le monde ou est-ce qu'ils appliquent les principes de l'union bancaire, c'est-à-dire que tout le monde prend sa perte et tous les épargnants de 100 000 euros, ils prennent leur perte. Ben, je peux vous dire que si c'est ce qui se passe, toutes les banques sur lesquelles on a un doute, elles vont tomber derrière parce que tout le monde va fuir. Parce que tout le monde va fuir. Philippe, quelles sont les banques à risque en France ? J'ai la même réponse que Charles, je ne vois pas laquelle est à risque, toutes le sont. Les compagnies d'assurance le sont également. Quid de l'assurance vie justement ? Est-ce que l'assurance vie est en difficulté ? On doit craindre pour l'assurance vie ? Pour l'assurance vie, pour des fonds de retraite qui sont gérés par des compagnies d'assurance. Je rappelle quand même qu'il y a de cela moins d'un mois, c'était autour du 20 février, il y a une compagnie d'assurance italienne, Eurovita, qui a déposé ou quasiment déposé le bilan. En tout cas, les déposants ne pouvaient plus récupérer leur argent, puisqu'effectivement, il y a toujours ce problème de liquidité. Donc, on voit que tout est fragile, ou quelque part, rien ne l'est. Le problème, je vous dis, c'est le gaz dans la pièce. Et ce gaz, c'est les banques centrales qui l'ont injecté en mettant les taux à zéro dès le mois de mars 2020. Et toute cette création monétaire s'est transformée donc en hausse stratosphérique des actifs boursiers. Ça s'est transformé aussi en prise de risque sur des produits obligataires que je considère effectivement comme pas sûrs, voire un peu malsains. Donc on n'est plus dans les subprimes de 2007-2008, subprime qui au départ ne présentait strictement aucun risque. Rappelez-vous que 90% des tranches subprime étaient classées de triple B+, à triple A. Donc tant que le risque ne se matérialise pas, en fait le risque il est compté finalement pour zéro, puisqu'on n'a pas d'exemple où les choses se passent mal. Là on vient de découvrir avec le Crédit Suisse que ça peut mal se passer pour du financement court terme, ce qu'on appelle le financement additionnel, Additional Tier 1, les fameuses ATI. Aux États-Unis, c'est des collateral bonds, et qui sont un petit peu des facilités pour les banques d'augmenter ou de consolider leur ratio pour pouvoir offrir plus d'argent. C'est ce qu'on appelle donc effectivement une inflation quantitative du crédit. Ce que la banque chinoise, par exemple, pratique plus volontiers que jouer sur le levier des taux d'intérêt. C'est-à-dire que la banque centrale chinoise dit, voilà, vous, banque, vous avez maintenant l'autorisation de prêter plus en gardant exactement le même montant de garantie, la même assise. Donc en Occident, c'est les banques centrales qui ajustent par le coût de l'argent, et les banques peuvent trouver une assise supplémentaire au travers d'émissions obligataires bien rémunérées. Et là, d'un seul coup, ça doit faire tilt. Parce que c'était quoi les subprimes ? C'était juste des obligations hypothécaires qui payaient mieux que des créances immobilières classiques. Et là, ces fameux ATI ou Coco Bonds, c'est de l'argent placé plutôt à court terme et qui rapporte plus. Et tout le monde était très très content de placer justement ces liquidités dans ces instruments. Quand les taux étaient à zéro, bah là vous obteniez quand même un petit peu de rendement. Puis quand les taux se sont mis à monter, vous obteniez encore un peu plus de rendement.
Donc je dirais pas que c'est des subprimes, hein, attention, je dis pas ça du tout. Je dis juste qu'il y a, d'un seul coup, il y a un attrait pour des produits obligataires non sécurisés, parce qu'effectivement, si vous prêtez sur 1 an, 2 ans, vous n'allez pas prendre toutes les garanties, et vous prenez effectivement ce risque sur une durée courte où vous dites ouais, ça m'étonnerait quand même que ça se passe mal là, dans les 6 mois, les 1 an, etc. Donc il y a énormément de ces produits qui sont détenus aujourd'hui et dont on voit avec le Crédit Suisse que ça peut aller à zéro. Donc si tout le monde se dit ces produits-là, je ne veux plus les avoir, c'est comme les subprimes, je n'en veux plus. Le comité, on s'est réunis et la gestion du risque, la compliance m'ont dit non, ça faut plus y aller. Moi, je suis un assureur, je peux plus me permettre de mettre ce genre de produit. Certes, ça nous rajoutait un peu de rendement, mais le risque est trop important. Imaginons que tout le monde se dise d'un seul coup, pour des raisons prudentielles, j'arrête de mettre ce produit. Et là, d'un seul coup, les banques se trouvent privées de ce complément de capacité de prêt. Qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là, les banques ? Eh bien, elles réduisent forcément les prêts qu'elles accordent. Du coup, mécaniquement, ça a un impact sur la croissance économique et à la récession induite par l'inflation, par la lutte contre l'inflation. On rentrerait dans une période encore plus trouble. Philippe, je suis désolé, vous prenez énormément de temps dans vos réponses, c'est très bien, mais à chaque fois, du coup, on déborde de façon colossale, de façon abyssale. J'ai une dernière question à vous poser qui est tout à fait d'actualité. Hier, on apprenait que 5 grandes banques faisaient l'objet de perquisitions dans le cadre d'une fraude fiscale gigantesque. Est-ce que vous parlez tous les deux d'étincelles qui pourraient faire exploser la chambre la pièce dédiée au secteur bancaire? Est-ce que cette affaire pourrait être l'étincelle qui pourrait faire exploser le secteur bancaire, ou au contraire, c'est une étincelle qui pourrait faire exploser autre chose? Il fera forcément exploser autre chose. Alors on est très nombreux à connaître cette bidouille des dividendes perçus dans une zone où, appelons ça carrément un paradis fiscal. Le dividende est perçu par une entité bancaire dans un paradis fiscal et ensuite réexpédié à la maison mère, etc. Ça existe de toute éternité. Non, il y a un truc qui était beaucoup plus problématique, c'est cette récupération de TVA en fait qui était non versée. Là, on est vraiment dans l'escroquerie. Maintenant, dans le fait de faire un petit circuit à ces dividendes, on est dans un trou dans la raquette fiscale. C'est ce qui va être plaidé par les banques. On n'a rien fait d'illégal, et c'est vrai que formellement ce n'est pas illégal, mais qu'au regard du fisc, quand il décide de vous embêter, ils vous disent est considéré comme de la fraude fiscale toute tentative d'échapper à l'impôt par des moyens auxquels même le fisc n'avait pas songé. Et en plus de ça, comme cette bidouille, évidemment, elle a été proposée à la clientèle des banques par des inspecteurs des finances qui sont à la tête de ces banques et qui sont d'abord passés par Bercy, par tous les grands cabinets ministériels, y compris par Matignon ou l'Élysée. Donc ces gens-là, je pense qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ils vont très très bien savoir se défendre. Charles, pour la TVA, ils vont avoir un peu plus de soucis, je pense. De soucis. Charles, qu'est-ce que vous, du coup, alors comme Philippe, c'est un impact qui n'aura pas vraiment d'impact sur la crise du secteur bancaire, en tout cas, quoi qu'il arrive? Non, a priori non. En tout cas, ce qui interroge, c'est le timing de cette affaire. C'est-à-dire qu'on sait bien que globalement, il n'y a aucune difficulté, que ce soit pour les parquets nationaux, internationaux. Enfin bon, dans les enquêtes, quand on a envie de faire traîner, on sait faire traîner. Donc moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est le timing de cette affaire. Ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la présence de 6 procureurs allemands dans les banques françaises. Et ça, aujourd'hui, je me pose des questions. Donc, je n'ai pas de réponse. On va attendre que la poussière retombe. Mais je ne serais pas étonné que ce soit le signal faible annonciateur de quelque chose de plus important. Comme quoi? Je ne sais pas encore. Comme quoi? Donc, très clair. Bah, écoutez, on verra.
on verra, seul l'avenir nous le dira, comme dirait l'autre. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission. Venez, on va s'expliquer, dédiée au secteur bancaire et à la crise que traverse le secteur bancaire et qui ne semble pas résolue pour l'instant. Philippe, un dernier mot. Dernier. Oui, c'est pour résumer, on a bien compris que le banquier central est bien le garant en dernier ressort, et vous avez des petites déclarations, notamment de Christine Lagarde, mais également du gouverneur de la Banque centrale japonaise, qui disent le seul moyen vraiment de garder le contrôle sur la stabilité du système et la valeur de la monnaie, c'est effectivement de créer une monnaie numérique dont nous serions, nous les administrateurs, et qui garantirait la sécurité de tout le monde. Donc on entend bien ce message. Eh bien, j'espère que vous l'avez également entendu. Philippe Béchade était avec nous, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, accompagné par Charles Sana, éditorialiste et économiste, fondateur du site insolentiae.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Venez, on va s'expliquer. Très bonne journée sur Téléfinance.